Et dans TicTech, notre invitée à présent, c'est Julie Huguet, directrice générale de la mission French Tech. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur TicTech. Avec Julie, on a plein de questions à vous poser. On commence par quoi ? On peut commencer peut-être par l'actu. Par l'actu, ouais, le programme France 2030, c'est donc la deuxième promotion, il me semble. Alors, il faut expliquer ce que c'est ce programme. Ce n'est pas forcément le plan France 2030. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire un peu ce que c'est ce programme France 2030 et quelles sont ses particularités ? Alors du coup, le nom du programme, c'est French Tech 2030. Effectivement, c'est en lien avec France 2030 puisqu'il s'agit d'accompagner 80 entreprises qui sont des entreprises qui sont importantes pour la souveraineté nationale, la souveraineté numérique, industrielle et technologique. Donc ce sont des entreprises qui vont nous permettre d'innover dans des secteurs clés dans lesquels on veut avoir un maximum d'autonomie. Mais ce sont aussi des entreprises qui vont permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces innovations. Et donc, on a des entreprises qui permettent à n'importe qui, n'importe quel citoyen de pouvoir déjà bénéficier du meilleur de ce que peut offrir la technologie. Alors, donc, il y a des entreprises dans l'IA, dans la deep tech, dans le quantique, dans la cyber, bref, tous les grands secteurs sur lesquels on peut être bon et sur lesquels la France mise, c'est bien ça ? Exactement. Donc, pour donner quelques exemples un peu concrets, on va avoir par exemple Shark Robotics. Donc, c'est une entreprise qui a créé des robots qui sont en capacité d'aller éteindre des feux, de résister à la chaleur, de résister aux flammes, pour pouvoir permettre aux sauveteurs d'accompagner leurs opérations de sauvetage sans risquer leur vie. Je pense par exemple à l'incendie de Notre-Dame, vous l'avez tous en tête. L'entreprise a pu participer à éteindre les feux. On a des entreprises par exemple comme InEmotion qui utilisent le meilleur de l'intelligence artificielle, mais aussi du hardware pour créer des gilets airbags qui vont sauver la vie des motards puisqu'ils sont en capacité de se déclencher avant même que le motard tombe au sol. Et donc, c'est ça aujourd'hui ce qu'on est en capacité de réaliser. On va avoir par exemple aussi des robots, des micro-robots qui peuvent pénétrer le cerveau pour aller détecter des maladies et éviter des chirurgies lourdes également. Et donc voilà, c'est ça qu'on veut permettre de créer en France aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va leur apporter à ces startups, ce programme concrètement ? Des sous ? Eh bien, non, pas directement. L'accompagnement, non, pas de sous. Exactement. En fait, ce qu'on fait à la mission French Tech, c'est qu'on veut s'assurer que ces entreprises, elles puissent scaler, passer vraiment à l'échelle, devenir des géants, des leaders internationaux, en faire des champions. Et pour ça, pendant une année, on va leur ouvrir un maximum de portes. Donc déjà, on fait le lien avec les administrations. On a 60 correspondants dans l'ensemble des administrations pour essayer de faciliter leurs démarches administratives. On va les mettre en lien avec effectivement les investisseurs publics et privés. Par exemple, sur la dernière promotion, on a 600 millions d'euros qui ont été fléchés vers ces startups au travers de différents dispositifs. France 2030, comme tu le disais, oui. IDEMO, Première Usine, parce que ce sont des entreprises qui créent des usines qui participent à la réindustrialisation de la France. On vient les accompagner sur l'ouverture à l'international, c'est très important. On a un réseau de capital et communauté partout dans le monde, dans 52 pays. Et on vient les aider à ouvrir des nouveaux marchés. On va les accompagner à trouver des clients grâce au programme Je choisis la French Tech. Donc c'est vraiment un accompagnement très complet. Et leur profil, c'est quoi exactement en termes de taille ? Comment vous les avez sélectionnés ? Alors, il y a beaucoup de critères de sélection, mais pour la plupart, ce sont des entreprises en fait, qui ont déjà des produits très aboutis, qui commercialisent déjà, donc c'est ce qu'on appelle les TRL6, donc c'est une étape quand même avancée. Elles réalisent au moins 2 millions de chiffres d'affaires. Donc, ce sont des entreprises qui ont déjà des clients, qui ont déjà un produit, qui sont déjà sur le marché et qui ont besoin vraiment de cet accompagnement pour passer à l'échelle. Elles ont levé, je crois, ces 80 entreprises, plus d'1,1 milliard d'euros déjà, ouais. Exactement. Bon, Elles créent de l'emploi, elles sont partout sur les territoires. Je parlais des usines, mais c'est déjà 17 usines existantes, 25 projets d'ouverture pour l'année. Bon, avant de revenir un peu sur le bilan, vous avez été nommé il y a 1 an à la tête de la French Tech, juste faire un bilan sur ce que ça représente les startups en France. Dans l'actualité, il y a des sujets sur lesquels on voulait vous faire réagir. Criteo, spécialiste du ciblage publicitaire, qui choisit finalement de partir aux États-Unis. Alors via le Luxembourg, mais l'objectif c'est de quitter, son siège social partira apparemment à terme aux États-Unis. C'est un mauvais coup pour la French Tech, ça. Comment vous l'appréhendez, ça ? Alors, moi ce que je vois, c'est qu'il y a toujours des vagues de talents. C'est-à-dire qu'il arrive que des entreprises trouvent leur marché dans d'autres pays, décident de partir. Ça peut même être des choix personnels. C'est vrai que le gros, leur chiffre d'affaires est sur le sol américain. Déjà là-bas. Ils sont cotés à Wall Street. Voilà, exactement. Quelque part, c'est naturel. Exactement, ça peut arriver. Alors,
Bien sûr, mais nous, ce qu'on voit, en fait, surtout ce qu'on veut, c'est créer de l'innovation en France. Donc, ce qu'on voit aussi à l'inverse, c'est beaucoup de talents qui reviennent sur le sol français. Il y a le fameux passeport talent qui attire beaucoup d'entrepreneurs, même étrangers, sur le sol français. Nous, on a le visa, le French Tech Visa, qui permet aussi d'attirer des talents dans les entreprises existantes. Et on voit que l'inverse, c'est vrai aussi. Beaucoup d'entrepreneurs reviennent. Oui. Donc, ce sont Dans des l'IA flux. notamment. Dans l'IA, on voit que les Arthur Mensch et compagnie, ils ont tous travaillé pour en fait les géants américains. Ils ont tous pris un peu le savoir-faire des géants dans l'IA et hop, ils reviennent créer leur... Le climat politique en France, quand même, je ne sais pas si tu veux en parler, mais le climat politique, quand même, pousse certains à craindre le départ des entrepreneurs et de France, parce qu'on voit tous les jours, via des amendements, même si rien n'est définitif, puisque tout ça n'a pas été voté à l'Assemblée, avec des taxes dans tous les sens, et des impôts. Ça fait 1 an que je suis en poste, je voyage beaucoup, je parle avec des entrepreneurs tous les jours. Alors déjà, les entrepreneurs qu'on accompagne n'ont pas ce débat sur la table. Et ce qui ressort à chaque fois dans mes déplacements à l'étranger, c'est qu'en France, il fait quand même bon entreprendre. On est un des rares pays qui finançons autant les entreprises, qui les accompagnons. La preuve en est avec la mission French Tech, on a des programmes dédiés quand même pour ouvrir un maximum de portes aux entreprises. Et je pense que même si les entrepreneurs, évidemment, ont besoin de stabilité économique, et c'est tout ce qu'on souhaite pour eux, pour le pays, pour nous aussi, il n'en est pas moins que leur priorité, ça reste quand même de développer leur business. Et la taxe Zuckman, si elle était passée, c'est pas quelque chose qui leur donne envie de rester, quand même. C'est un débat qui est sur la table aujourd'hui et sur lequel on n'a pas de réponse, et je pense qu'on a à la fois les parlementaires qui sont mobilisés, à la fois notre gouvernement qui l'est pour trouver les meilleures solutions et pouvoir effectivement garder un climat propice à l'entrepreneuriat. On parle aussi de Doctolib, évidemment, parce que la décision a eu lieu hier. Quel message pour vous ça envoie aux startups françaises qui veulent racheter d'autres entreprises ? Alors, moi déjà j'ai envie de dire que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Là, on met en visibilité une problématique rencontrée par une entreprise qui correspond aussi aux problématiques qu'on est en train de rencontrer avec le fait que la French Tech, elle devient mature. Donc, il y a des nouveaux enjeux, il y a des enjeux d'exit, vous en parliez sur le plateau juste avant. Je l'ai moi-même connu en tant qu'entrepreneur quand j'ai vendu mon entreprise. Il y a vendu quoi comme entreprise ? Alors moi j'avais fait, je suis peut-être pas là pour parler de mon entreprise. Non, en 2 secondes, c'est intéressant. J'ai créé une plateforme d'intermédiation entre entreprises, entre freelance et entreprise, que j'ai revendue à un groupe coté sur Euronext justement. Donc j'ai bien connu l'avant, l'après, le moment où je levais des fonds, et la co-direction d'un groupe coté sur Euronext est classé dans le classement Tech Leaders. Et donc ce message envoyé aux startups, il est quand même plutôt négatif. La patronne de France Digital parle de scandale, hein, Maya Noël. Vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est un scandale ? Alors, pour nous, c'est une entreprise que l'on accompagne, dont on est très fiers. On sait que les entreprises qu'on accompagne, et on le voit parce qu'on est à leur côté depuis des années, ils rencontrent des problématiques en permanence. C'est pas un long fleuve tranquille, comme je le disais. Quand on crée une entreprise, on est en quelque sorte un pompier, on doit éteindre des feux. Ça peut être des problèmes en interne, des problèmes humains, des problèmes de réglementation. C'est vrai en France, c'est vrai à l'international. Et donc, ça arrive malheureusement, et avec la French Tech, on sera évidemment à leur côté pour les soutenir et pour, on l'espère, qu'ils trouvent des solutions rapides. La mission French Tech qui dévoile un panorama global du secteur des startups françaises 12 ans après son lancement. On en est où ? Parce que, volontairement, je fais l'esprit chagrin, mais certains diront « ouais, mais ça ne concerne pas beaucoup d'emplois, c'est que des petits jeunes qui sont à Paris ». C'est pas ça la réalité. C'est pas la réalité, c'est ce que j'ai voulu montrer avec ce panorama, parce que donc, je suis entrepreneur, j'ai entrepris en région, j'ai été présidente de la French Tech dans les Alpes pendant 3 ans. Je viens d'Annecy. D'accord, ok. J'ai présidé la French Tech dans les Alpes pendant 3 ans, donc j'étais au contact des entrepreneurs, je viens du terrain et je vois bien que l'entrepreneuriat, il se fait partout. Mais on n'avait pas de chiffres, on manquait un peu de tangible. Et je me suis dit, bon, et c'est ma casquette aussi entrepreneur, mais allons mettre un peu des KPI et allons voir ce qui se passe réellement en région. Et moi-même, j'étais surprise des résultats, notamment au niveau des financements. Alors d'abord, la French Tech, c'est quoi ? C'est 18 000 entreprises partout en France qui œuvrent dans des secteurs très divers. On n'est plus du tout dans la French Tech de ses débuts uniquement numérique. On a de l'industrie, de la deep tech, de la santé, des green tech, beaucoup d'intelligence artificielle. En termes d'emploi, c'est combien ? C'est 450 000 emplois. Ah, quand même. Direct.
là, je ne parle que des directs. Après, il y a à peu près l'équivalent en indirect, donc des contrats à court terme, des freelances, etc., qui viennent en plus compléter les équipes. Et ces 10% de ces emplois, ils sont drivés par le French Tech Next 40-120. Donc les 120 entreprises les plus avancées génèrent 10% de l'emploi total des 18 000 startups. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Ces startups, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire. Donc 56 sont en dehors de l'Île-de-France. Donc là, on parle vraiment d'une French Tech régionale. Et en dehors de Paris et de l'Île-de-France. Et 50%. Oui, c'est bon, on l'a tous dit là. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que pendant des années, et c'était vrai en tout cas quand moi j'avais ma start-up en région, les fonds n'arrivaient pas complètement dans les régions. Et là, la bonne surprise en faisant ce panorama, c'est que 53% des fonds sont fléchés vers les start-up en région. Donc finalement, elles couvrent quand même l'intégralité des régions, même si on voit quelques disparités. Par exemple, on a 4 régions vraiment qui sortent du lot, qui drainent 36% des investissements. Il y a PACA, il y a Auvergne-Rhône-Alpes. Avec chacune sa spécificité. Voilà. En fait, on a créé des pôles technologiques en France. Intéressant, ça, ouais. Et donc, en Aquitaine, il me semble que c'est la santé. En région PACA, aidez-moi, Julie Huguet, c'est... je ne sais plus. Alors... En région PACA, je ne sais plus. Il a voulu se lancer. Aquitaine, c'est santé. Oui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que partout en France, on a 4 secteurs qui ressortent beaucoup. L'intelligence artificielle, dans lesquels les startups se sont créées très vite grâce aux 9 clusters qui sont dans le territoire. Les green tech, qui font rayonner la France depuis des années, qui se situent beaucoup dans les territoires. L'industrie, évidemment, et les deep tech, dont beaucoup la santé. Ça, c'est vrai, en fait, dans l'ensemble des territoires. La seule différence, c'est que certains territoires, certaines régions arrivent à communiquer particulièrement sur leurs forces, là où d'autres sont encore un peu plus discrètes. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce partenariat, parce que au début de l'année, j'ai parlé à une 40aine de fonds d'investissement pour comprendre qu'est-ce qui faisait qu'elles investissaient ou regardaient ce qui se passait en région. Et tous ont été unanimes, m'ont dit, en fait, on veut s'assurer qu'une start-up est en capacité de passer à l'échelle, et pour ça, il faut qu'il y ait des talents. Donc, on va regarder la spécificité de la région, parce que s'il y a une industrie, des écoles, un historique, on sait qu'il y a un pool de talents, un vivier de talents, et donc les startups et les innovations vont pouvoir elles aussi grossir. Et donc, l'intérêt là vraiment de ce panorama, c'est de se dire si finalement on est quand même en France relativement bon dans les 4 secteurs, à peu près partout en France, même s'il y a des spécificités spatiales, deep tech par exemple à Grenoble et Saclay, etc. Dans l'ensemble, on reste relativement bon dans 4 secteurs. Alors maintenant, il va falloir prouver qu'on est bon parce qu'il y a un historique, il y a un passif dans les régions qui fait qu'on arrive à continuer à innover. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, pardon, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Parce que quand je vous écoute, tout va bien, mais moi, je vois juste qu'on a beaucoup de startups, mais qu'on manque de leaders européens, de leaders mondiaux. C'est ça le sujet? Oui, alors en fait, exactement. Je pense que le chemin est long. On peut être fier du chemin parcouru. On commence à avoir des leaders. Il y a quand même des très belles entreprises qui émergent. Néanmoins, on manque d'exit encore. Donnez-nous quelques noms. Ah bah, j'ai envie de dire tout le French Tech Next 40-120 et à suivre les entreprises. Il faut en retenir que 5. Ah oui, je ne peux pas faire le choix, elles sont toutes fantastiques. En intelligence artificielle, évidemment, on a Mistral, on a H Company. On va avoir des entreprises incroyables comme Wondercraft dans la robotique, par exemple. Donc, ce sont les entreprises qui créent des exosquelettes, mais aussi des humanoïdes. Donc, ils attaquent le marché de l'humanoïde. On a des entreprises dans tous les secteurs, dans la santé, White Lab Genomics, par exemple. On était avec eux hier. C'est Akemia qui raccourcissent les temps de recherche des médicaments. J'adore l'enthousiasme quand vous parlez de ça. Tout d'un coup, vous parlez de nos leaders, nos futurs leaders. C'est génial. Non, mais c'est vrai que... Mais c'est passionnant et ce sont des passionnés et ça se passe en France aujourd'hui. C'est pour ça que c'est vrai que moi je viens un peu contrecarrer ce discours négatif parce qu'on a su créer un terreau fertile à l'entrepreneuriat en France. Aujourd'hui, on a de l'innovation de pointe. Alors bien sûr que le chemin est encore long et je pense que pour répondre à votre question, maintenant il va falloir se concentrer sur les exits. Plus d'exits, d'abord parce qu'il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui puissent réentreprendre. Quand on crée une entreprise, parfois au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, on n'est plus la bonne personne pour la diriger, on a envie de changement, etc. Donc il faut créer des serial entrepreneurs. Et comment on fait justement pour créer des serial entrepreneurs? C'est au cœur de votre feuille de route, je crois. Et comment on fait pour qu'il y ait plus d'exits en France? Est-ce que les grands groupes ont une responsabilité? Exit, il faut expliquer exit. Exit, donc c'est pas prendre la porte. Hein. En fait, c'est ce qui permet aux entrepreneurs soit de vendre leur entreprise, soit de s'introduire en bourse, mais en tout cas de pouvoir avoir une valorisation au final de leur bébé qu'ils ont créé. Comment on fait pour avoir plus d'exit en France?
Alors, et puis je rajouterais aussi que l'exit, il peut servir parfois à continuer sa croissance. C'est-à-dire que vendre, s'adosser à un grand groupe, c'est aussi le moyen de permettre à son entreprise de passer à l'échelle, là où parfois, en étant seul, on ne peut pas toujours y arriver. Donc, il y a plein de raisons de faire des exits. Comment on peut y arriver? Eh bien, il y a évidemment les fameuses IPO dont vous avez parlé, les entrées en bourse. Et bon, elles sont très rares. En Europe, elles sont rares, aux États-Unis aussi, parce qu'il faut quand même avoir certaines entreprises en capacité vraiment de se déployer énormément. Donc, c'est une poignée d'entreprises. On souhaite en avoir parce qu'on en a besoin. Mais après, effectivement, le plus courant serait de revendre son entreprise. Et ces exits, elles étaient un peu en panne ces dernières années, on ne va pas se mentir. Il y a eu quelques échecs qui ont refroidi parfois les grands comptes. En fait, c'est deux mondes qui ne se connaissaient pas beaucoup. Mais une autre information qui est ressortie du panorama, c'est que les relations entre grands comptes et start-up ont été multipliées par 10 ces 4 dernières années. Donc les entreprises, les grands groupes et les start-up retravaillent ensemble. On sort du POC, on crée vraiment du lien, on apprend à travailler ensemble, à faire du business ensemble. Et ce qui ressort de grands groupes qui nous accompagnent, notamment au travers du programme Je choisis la French Tech, c'est qu'aujourd'hui, ils sont prêts à repenser aux exits parce que ça y est, on s'est apprivoisé. Donc des grands groupes qui rachètent. Exactement. Qui seraient prêts à nouveau à regarder ce qui se passe. Même moi, j'ai... Et justement, il y a aussi au cœur de votre feuille de route, c'est qu'on arrête de peut-être pointer du doigt aussi l'échec et qu'on puisse, en France, un peu comme aux États-Unis, valoriser parfois les gens qui entreprennent mais qui échouent, mais ça leur permet... C'est un sujet qu'on aurait pu avoir cet échange-là il y a 10 ans, 15 ans. C'est toujours le cas, il n'y a pas d'amélioration. Non, c'est encore la double peine quand un entrepreneur échoue en France. Notamment auprès des banques. Alors en fait, c'est ça. D'abord, il échoue. On sait très bien qu'un entrepreneur, il aura tout essayé avant d'échouer. Hein, et souvent, il en vient même au divorce, c'est-à-dire qu'il a tout passé, il est déprimé, il se sépare. Et en plus, derrière, s'il veut relancer son double entreprise... peine, c'est horrible. Non mais c'est vrai, et c'est une expérience. Quand on parle aux entrepreneurs qui échouent, c'est vraiment pas facile. Et derrière, quand ils veulent se relancer, ils se heurtent à « Ah oui, mais cette personne a planté une entreprise quelque part, est-ce qu'on va lui refaire confiance, prêter, etc. » Alors que l'entrepreneuriat, c'est pas à l'école qu'on l'apprend. C'est par les expériences. Donc on valorise pas les échecs comme des expériences, là où ça se fait très naturellement. Rien n'a changé, encore une fois, il y a 10 ans, c'était pareil. Malheureusement, ça n'a pas changé. On n'ose pas communiquer non plus sur ces échecs, c'est-à-dire qu'on va communiquer sur ce qui se passe bien, les contrats, les levées de fonds, etc. Mais on n'ose pas dire qu'on a rencontré des difficultés. On n'ose pas partager les clés non plus, à part... c'est franco-français ou finalement c'est humain? C'est très français quand même. C'est assez peut-être français, peut-être européen. On n'ose pas trop communiquer sur ses réussites, on n'ose pas beaucoup communiquer sur ses échecs. On est un peu dans un entre-deux. Voilà, faut pas trop dire ce qui se passe et c'est dommage. Comment vous, en tant que patronne de la mission French Tech, vous allez pouvoir faire en sorte qu'on culpabilise moins les entrepreneurs dans leur échec? C'est quoi les moyens d'action? Eh ben, c'est essayer de faire en sorte que ces entrepreneurs, ils redeviennent vite entrepreneurs en fait, qu'on les aide à redevenir entrepreneurs rapidement, à recréer de la valeur parce qu'ils ont l'expérience pour le faire, ils ont le réseau, ils ont tout. Donc, il y a beaucoup plus de chances qu'ils réussissent avec leur deuxième, leur troisième entreprise. C'est communiquer aussi sur l'expérience acquise dans un échec. Pourquoi on s'est trompé? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Et puis, c'est aussi peut-être le rôle de la presse, je pense, d'arriver à valoriser cette expérience et ces entrepreneurs aussi. Et puis aller retrouver leur femme, elle n'a rien à voir avec ça. Enfin, je veux dire, un divorce pour une start-up qui ne marche pas, c'est un truc... Non, c'est vrai ça. Bon, on sort du sujet économique là. Allez, merci beaucoup. Julie Huguet, donc la directrice générale de la mission French Tech, invitée de TICTech sur Boursorama et sur Madines. Merci à vous, à bientôt. Merci.